Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le TD2 de physique. TD2 qui se comporte sur tout ce qui est dynamique. Euh, et puis maintenant, commençons. Euh, D'abord, petit rappel sur les lois de Newton. La loi d'inertie, un objet en émeru ou au repos reste en émeru ou en repos si la résultante des forces agissant sur lui est nulle ou s'il n'a aucune force. C'est-à-dire qu'en gros, si on a une résultante de force qui est nulle, ou que, si on a une résultante de force qui est nulle, ou s'il n'y a aucune force, ça fait aussi une résultante de force qui est nulle, ben, le mouvement ne change pas. Mouvement constant reste mouvement constant. Absence de mouvement, c'est aussi un mouvement constant. Et puis la somme des forces, c'est que en gros, juste la force égale masse fois accélération, c'est la force résultante. Si j'additionne toutes les forces qu'un objet subit, ben l'addition de toutes les forces va au final me donner un résultat qui peut se décrire comme masse fois l'accélération de l'objet. La loi d'action-réaction, un objet A exerce une force sur un objet B, alors l'objet B exerce une force de même grandeur sur A, mais en sens opposé. Le- L'exemple qui nous permet d'avancer, c'est tout simplement quand je marche, mon pied il pousse le sol vers l'avant et le sol exerce une force sur la personne qui me permet d'être en mouvement. Lorsqu'une masse est sur un plan incliné, il faut décomposer la force de pesanteur. Il y a la force parallèle et la force perpendiculaire. C'est ce qu'on voit ici avec ce petit triangle. Et puis ici, on joue avec tout ce qui est alpha et cosinus. Pardon, tout ce qui est genre sinus alpha et cosinus alpha. Et puis, si par exemple la force de pesanteur parallèle est plus petite que la force de soutien, donc ici force N, l'objet est immobile. Si la force de pesanteur parallèle est plus grande, l'objet est en mouvement. Maintenant, si la force de pesanteur parallèle est égale à Fd, l'objet avance à vitesse constante. Fd étant, on va dire, la force imaginons c'est une force qui limite le mouvement. Si c'est plus grand que Fd, ça veut dire que avance à une accélération constante. Prenons, si on imagine que Fd est une force de résistance. Maintenant, QCM-A. En mai 2012, l'Australien Samuel Grott, 340e mondial, a battu le record de vitesse d'un service de tennis, avec une balle enregistrée à 263 km/h. Déjà, je le souligne ici. Ça, on va le convertir en mètres par seconde. Le temps de contact entre la raquette et la balle est de 0,004 secondes. La masse de balle est de 58 grammes et on suppose qu'il est initialement immobile au moment de la frappe. Alors il nous demande de calculer la force moyenne. Comment est-ce qu'on le trouve? Force est égale à masse fois l'accélération. Ici, la masse, c'est quoi? C'est 58 grammes, on le convertit en kilogrammes, donc on le divise par 1000. 0,058 kg multiplié par l'accélération. L'accélération, on voit ici variation de vitesse sur variation de temps. Donc ici en bas, je vais mettre le temps. Donc 0,004 secondes. Et puis en haut, on va mettre la variation de vitesse. Il passe d'une vitesse, V2 c'est la vitesse finale et V1 c'est la vitesse initiale. Ici V1 ça vaut 0. Donc je ne vais pas écrire V2 moins V1, je vais juste mettre directement V2 pour simplifier le calcul. Mais ici, à la vitesse, l'unité standard de vitesse c'est mètres par seconde. Donc 263 km par heure, c'est juste 263 000 divisé par 3600 secondes. Si on met tout ça dans la calculatrice, qu'est-ce qu'on trouve? 0,058 fois, et puis on met la vitesse. On trouve environ 1059,3.
Bon, ici, c'est la réponse D. 2. QCM K'. Ici, je ne vais pas vraiment mettre de formule parce que c'est un QCM, c'est un K' théorique. Un passager est coincé dans un train qui est décidément trop lent. Excédé, il décide de pousser le siège devant lui. On peut affirmer que le passager exerce sur le dossier de son propre siège une force dirigée vers l'avant. Ça, c'est faux. Pourquoi? Ça, c'est le siège. Ici, on a le passager fâché. Et ici, on a le siège devant lui. Lui, ok. Ok, bon, il a un bras qui est un peu long. Il pousse le siège vers l'avant. Ça, on va dire FP, force passager. En échange, En échange, le siège lui pousse, ça je nomme Fs, force de siège lui pousse à l'arrière. Ça veut dire que en poussant le siège devant lui, la force qu'il ressent en retour, c'est une force vers l'arrière. Donc son propre siège, il le pousse vers l'arrière. La force exercée sur le dossier de son siège est plus faible que celle exercée sur le siège devant lui. On va aussi dire que c'est faux. Pourquoi? La loi d'action-réaction, et puis on n'a pas d'autres détails à part tout ce qui est marqué dans la question. Donc, selon la loi d'action-réaction, toutes les forces sont égales. Ça veut dire que, genre, la force qu'il met sur le siège, bon, le siège, la force qu'il met sur lui, c'est la même que la force qu'il a mis sur le siège. Et cette force lui repousse contre son siège. Donc, ça veut dire qu'au final, c'est la même force. Comme le passager applique une force vers l'avant, le train accélère. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que simplement tout ça c'est interne au système, c'est tout. Et puis D, si le passager se lève et court vers l'arrière du train, le reste du train accélère. Vrai ou faux? Alors ici, petit piège des profs, c'est vrai. Et puis la meilleure manière de l'imaginer, c'est comme, imaginons, nous avons un tapis, et puis on commence à courir, on commence à courir dessus. Ok? On pousse le tapis vers, en poussant le tapis vers l'arrière, ok? F, pied. Le tapis nous pousse vers l'avant. Et c'est comme ça que, imagine, on prend un tapis qui n'est pas, si on prend un tapis qui n'est pas motorisé et puis on commence à courir dessus, bah, concrètement, on voit que le tapis va en arrière alors que nous, on va pas on reste immobile parce que c'est un tapis de course, mais nous, techniquement, on va on court vers l'avant. Ben, ici, en fait, c'est un peu le même concept. Quand le passager court vers l'arrière du train, et avec son pied, il pousse le train vers l'arrière et puis le train lui pousse vers l'avant. Sauf que le train a quand même été poussé vers l'arrière. C'est juste que dans ce cas, un passager versus un énorme train, ce qu'il ramène, ce qu'il rajoute à l'accélération, c'est tellement minuscule que c'est nul. Mais oui, techniquement, il fait accélérer le train si elle court vers l'arrière. Non, non, l'araignée au plafond. Une araignée d'une masse m égale 10 grammes, donc déjà ça je le convertis en kilogrammes, 0,01 kg, est suspendue au plafond par son fil. On propose de modéliser le fil par un ressort de raideur K égale 5 newtons par mètre. On peut affirmer que A, lorsque l'araignée est suspendue immobile à son fil, ce fil est étendu de 2 cm. Comment est-ce que je le calcule pour le A? Ben, simplement, il faut juste voir à quel moment est-ce que la force de pesanteur est égale à la force que le fil met pour tirer vers l'avant. Ici, ici, FP doit être égal à, on va dire, FR, force de ressort. Donc MG doit être égal à KX. Ok? X étant à quel point il est tendu. Donc X est égal à mg sur K. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Euh, En gros, on a 0,01 G divisé par 5, ce qui nous donne 0,002 G. Ok. Et puis si on prend que G c'est égal à 9,81 ou 10, ben
Ça, c'est égal à environ 0,02 mètres, donc 2 centimètres. Donc le A, il est vrai. Si l'araignée oscille verticalement sur le fil, sa fréquence sera d'environ 3,6 Hz. Alors, ici, on a la vitesse angulaire. Ici, ils disent fréquence angulaire, mais techniquement, c'est la vitesse angulaire à laquelle il oscille. Donc, oméga, ici pour B, oméga est égal à racine de K sur M. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est la fréquence. On voit que oméga est égal à 2pi F. Donc, F est égal à oméga sur 2pi. Donc, en gros, racine de K sur M divisé par 2pi. Qu'est-ce qu'on trouve comme fréquence ici? Si on met tout dans la calculatrice. Et puis, n'oubliez pas que tout ça, c'est en sachant que j'ai converti les masses les masses en kilogrammes pour respecter les unités. Ça nous donne environ 3,56 et ça s'arrondit à 3,6 Hz. Donc oui, c'est vrai. Même si vous ne retrouvez pas forcément la valeur exacte, si en arrondissant vous trouvez que c'est à peu près la même chose, souvent il faut mettre juste. Les profs ils essaient de jouer un peu sur ça. Si l'araignée était 4 fois plus lourde, la période d'oscillation sera 4 fois plus longue. Vrai ou faux? Ben ça c'est juste, ça tout simplement c'est faux. Pourquoi? Parce que s'il faisait 4 fois plus lourde, ici on aurait oméga serait égal à racine de k sur 4m. Mais sauf qu'en fait c'est en racine carrée, donc techniquement ça devient k sur 2m. Et puis k sur 2m fait en sorte que ça ne sera pas 4 fois plus longue, mais 2 fois plus longue. Maintenant, D, après 0,56 secondes d'oscillation, l'araignée est revenue à sa position initiale. Vrai ou faux? Bon, on reprend les formulaires ici. Avec D, je trouve que fréquence est égale à 1 sur T. Donc ici, T, ça vaut combien? T est égal à 1 sur F. Et puis, qu'est-ce que c'est ce T? Ben, ce T, tout simplement, c'est la période. Et puis la période, c'est le temps qu'il faut pour faire un cycle complet et revenir à la position initiale. Donc ici, notre T, ça vaut combien? 1 sur 3 vers 3,6, ça nous donne environ 0,28 secondes. Donc, est-ce qu'après 0,56 secondes, l'araignée revenait à sa position initiale? Oui. Parce que 0,56 secondes, c'est 2T. En 0,56 secondes, l'araignée est revenue à sa position initiale 2 fois. 4. Une masse M de 10 kg est tirée avec une force F de 100 Newton sur une surface dont les coefficients de frottement vaut mu6, mu-s 0,9 et mu-d 0,8. Que vaut son accélération? Ici, pour simplifier les calculs, j'ai pris G égale 10 mètres par seconde au carré. Et puis, comment est-ce qu'on le fait? Bah déjà, il faut savoir, est-ce que l'objet, il bouge? Ok? La force de pesanteur, ici, ce sera mg. La masse est déjà en kilogrammes, j'ai pas besoin de convertir. Donc, c'est 100 newtons. Ok? Maintenant, ça veut dire que quelle sera ma force de frottement statique? Bah, ça sera juste mu-s fois force de pesanteur, qui sera 90 newtons. Donc déjà, le A, on peut l'éliminer. Parce que la force avec laquelle je tire est plus grande. La force avec laquelle je tire est plus grande que le frottement statique. Donc maintenant, on arrive au frottement dynamique. Ok? Et puis pour le frottement dynamique, qu'est-ce que je trouve? C'est quoi la force de frottement dynamique? Ben, c'est juste mu d fois
Fp, qui est 80 newtons. Ok? Donc, ma force résultante, je le nomme Fr majuscule, est égale à juste ma force F, pardon, on va, on va enlever la flèche ici, c'est juste la force F, ok? On prend le produit, on prend juste le produit. Ici, je mets un petit FF, pardon. On va juste prendre la valeur scalaire. F moins force de frottement dynamique qui me donne 20 newtons. Et ça, c'est égal à masse fois l'accélération. Ok, on a la masse, il nous faut juste trouver l'accélération. Ici, donc l'accélération, ça vaut juste 20 newtons sur la masse. La masse vaut 10 kg, donc 20 sur 10, ça fait 2. Donc la réponse est C, 2 mètres par seconde au carré. 5. QCM-A. Parmi les actions suivantes, laquelle ne nécessite l'intervention d'aucune force? Ici, on a un type A théorique, donc on n'utilise pas les formules. Faire passer une pierre de 1 kg au repos en état de mouvement. C'est faux. Pourquoi? Parce que, aucune force, c'est-à-dire que le mouvement reste constant. Si on passe du repos en état de mouvement, on a un changement de mouvement. Donc, ça nécessite une force. Modifier la vitesse de cette pierre sans changer le sens et la direction du mouvement. Ça, c'est un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. MRUA. Parce que je change quand même le mouvement en modifiant la vitesse. Maintenir cette pierre en mouvement circulaire et uniforme. Non, parce qu'en mouvement circulaire et uniforme, ici j'ai le centre, ici j'ai la pierre. J'ai besoin de deux forces pour qu'il puisse tourner avec un rayon R. Pardon, l'iPad ne collabore pas trop aujourd'hui. Euh, mais en gros, oui, il y a la force tangentielle et il y a la force centripète. Donc, le C, c'est faux. Conserver à cet objet un mouvement de vecteur vitesse constant. Le D, c'est vrai. Le D, c'est vrai. Si je veux maintenir un vecteur vitesse constant, j'ai qu'à enlever toute force. Si j'ai un objet qui bougeait à 10 km/h, si j'enlève toute force qui agissait sur l'objet, il bouge à 10 km/h. Fin d'histoire. Et E, maintenir la distance Terre-Lune constante, ça c'est faux, ça intervient à la force gravitationnelle. On a besoin de la force gravitationnelle tout simplement. Maintenant ici, le 6. K', attraction gravitationnelle. Une personne est assise à côté de vous, séparée de vous par une distance de 2 mètres. Ok? Donc déjà, R égale 2 mètres. Puisque comme vous, cette personne a une masse non nulle, vous exercez tous les deux une force gravitationnelle l'un sur l'autre. Vous pouvez approximer la situation comme celle dans laquelle deux masses ponctuelles de 70 kg chacun sont séparées par une distance de 2 mètres. La constante gravitationnelle G égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. On peut affirmer que A, la force que cette personne exerce sur vous est égale à 8,2 fois 10 puissance moins 8 newtons. J'ai juste à utiliser la formule de la force gravitationnelle. A, Fg est égal à G, fois ici, grand M fois petit m, c'est fois 70 au carré, divisé par le rayon au carré. Donc ici, dans ce cas, le rayon, ça vaut 2 mètres. Donc ça sera G fois 70 au carré divisé par 4. Et puis qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne environ 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 70 fois 70 divisé par 4. Ça nous donne environ, oui, ça nous donne environ 8,2 fois 10 puissance moins 8. Le A, il est vrai. La force que cette personne exerce sur vous est 0,005% de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur vous. Pour le B, pour la force gravitationnelle de la Terre, on peut juste, on peut faire avec le calcul, mais c'est un peu trop long. On peut juste
approximé à FG terre, A est égal à M fois G. Et puis M, parce que, en gros, G, tout simplement, G est égal à juste G fois masse de la Terre divisé par rayon de la Terre au carré. Donc si je fais mg, je fais juste 70 fois 9,81. Ça me fait environ 686,7. Et puis, Newton, pardon, les unités. Et puis franchement, entre fois 10 puissance moins 8 et 6 et presque 700 newtons, la différence, c'est pas 0,005%, c'est quelque chose d'encore plus petit. Donc le B, c'est faux. Si vous vous asseyez 2 fois plus près, la force gravitationnelle entre vous sera 2 fois plus forte. Alors non, parce qu'ici on parle de R au carré. Le C, c'est faux aussi. Donc si R au carré, ça vaut 4. Si quand R égale 2 mètres, R au carré, ça vaut 4. Si R égale 1 mètre, R au carré, ça vaut 1. Donc si le dénominateur est 4 fois plus petit, la valeur totale est 4 fois plus grande. Si vous êtes tous les deux assis immobiles sur une surface de glace horizontale, vous commencerez à glisser l'un vers l'autre à cause de la force gravitationnelle entre vous deux. Bah, ici, juste tout simplement, euh, pour le D, on n'a qu'à multiplier, on a qu'à multiplier cette force. On a qu'à multiplier cette force par la force de soutien. Il faut juste maintenir la force de frottement dynamique, c'est tout simplement euh, Fg terrestre fois mu s. Et puis, on n'a même pas besoin de faire le calcul parce que, euh, parce que 0,05 c'est plus grand que 0,005%. Ok? Et puis, on a vu que genre le 8,2 fois 10 puissance moins 8, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que, que le 0,005% de 686,7 newtons. Et puis ça, F, F dynamique, sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que le F, G qu'on a trouvé. Donc le D, il est faux aussi. Maintenant, le 7, une question que j'aime assez bien, c'est deux masses M1 et M2 sont reliées entre elles par une corde. Le coefficient de frottement valent mu S 0,5 et mu C 0,4. M1 vaut 10 kg. On prend G égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc G égale 10 pour simplifier les calculs. On admet que la poulie transmet la force de tension de la corde en modifiant que sa direction. Donc on dit que ici, la corde, elle transmet que les tensions. Ça nous simplifie aussi les calculs. Lorsque M2 est égal à 3 kg, si M1 est initialement à l'arrêt, elle se met en mouvement. Bon, déjà, il faut calculer la force de soutien de M1, qui est égale à M1 vaut 10 kg, donc Mg. Donc 10 kg fois 10 mètres par seconde au carré, ça vaut 100 newtons. Donc ici, on peut déjà mettre la force de frottement dynamique, qui vaut mu d fois Fs, et puis qui vaut 40 newtons. Et puis on peut aussi mettre la force de frottement. On peut aussi mettre la force de frottement statique qui est égale à, pardon, mu S fois Fs qui vaut 50 newtons. Donc pour que M1 bouge, il faut que la force que M2 transmet soit plus grande que 40 newtons. Et puis déjà le A, on peut dire que c'est faux parce que simplement euh, 3G vaut 30 newtons qui est plus petit que les 50 newtons dont on a besoin. Il faut que M2 donne une force plus grande que 50 newtons pour que l'objet se mette en mouvement. Donc le A, il est faux. I found Ensuite, this on the web. euh, ensuite, B, M1 initialement au repos reste au repos tant que M2 est plus petit ou égal à 5 kg. Ça, c'est vrai. Euh, ici, tout simplement, c'est ce que j'ai dit. Vu que la force de frottement statique vaut 50 newtons, il faut obligatoirement qu'on ait une force plus grande que 50 newtons pour bouger.
Donc, et puis M2 à 5 kilos, c'est 5G, 50 newtons. Donc, mais 50 newtons, ça bouge pas parce que c'est égal à la force de frottement statique. Donc, vu que la résultante des forces est nulle, au final, il n'y a pas de changement de mouvement. Lorsque M1 est au repos, la tension dans la corde vaut 100 newtons. Est-ce que alors ça, vrai ou faux? Ça, c'est faux. Lorsque M1 est au repos, la tension dans la corde, elle vaut rien. Dépendant, enfin, pas forcément rien, mais si lorsque M1 est au repos, la tension dans la corde vaut 50 newtons. Vaut 0 à 50 newtons. C'est tout, pardon, elle vaut pas rien. Mais si elle vaut rien, par exemple, M1 est au repos. Lorsque M1 est en mouvement à vitesse constante qui est non nulle, la tension dans la corde vaut 40 newtons. Ça c'est vrai ou faux? Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce une fois qu'on a mis l'objet en mouvement, il faut juste passer les 40 newtons en fait. D, V égale constante, ça veut dire que force résultante égale 0. Ça veut dire que, ça veut dire que force de tension de la corde, ok, je nomme ça Ft, est égale à force de frottement dynamique. Une fois qu'on a mis M1 en mouvement, il faut juste 40 newtons pour dépasser, il faut juste 40 newtons pour compenser le frottement dynamique. Donc c'est vrai. C'est un peu une question piège, c'est que, mais en fait, le truc à noter, c'est vitesse constante. À vitesse constante, c'est obligé que la force de la tension de corde, qui est en gros la force fournie par M2, faut obligatoirement 40 newtons. Donc en gros, imaginons j'ai un M2 de 4 kilos, donc il produit une force de 40 newtons, M1 ne bouge pas. Mais dès que je commence, mais si, imaginons, je bouge M1 avec une force imaginaire, imagine moi je fournis une force, je pousse M1 avec ma main, ben M1 va bouger à vitesse constante. J'espère que c'était clair. Maintenant pour la 8. La 8, elle est un peu compliquée. Pour la 8, on peut décomposer le dessin. En gros, ici, j'ai une masse M. Ok? Ici, je le dessine sous forme de cube. Ici, cette masse, en fait, ici, on a le ressort. Ici, on a une force qui tire. Et puis, en fait, cette force qui tire, on va le nommer Fm. On a, ici, on a Fm Y. Ici, on aurait Fm X. En fait, non, pardon, juste ignorer ça. Euh, Juste cette masse, en gros, il y a deux composantes, ok? Il y a juste la composante en Y et il y a les composantes en X. Ok? Donc maintenant, comment est-ce que je calcule la force que ce ressort il subit? Imaginons que je prends G est égal à 10, imaginons que je prends G est égal à 10 newtons. Ok? Ben ici, son FP égale 10 newtons. La force que le ressort, la force que le ressort lui mettra, c'est F, on va dire ça FR, ça vaut K X. Ici, X, ça vaut combien? X, ça vaut 2, parce que ici, il a une longueur de 10 centimètres, mais puis, on le tire à une longueur de 12 centimètres. Donc, depuis la position de repos, on a déplacé de 2 centimètres. Donc ici, KX, ça vaut aussi 5 newtons par centimètre fois 2 centimètres qui nous donne 10 newtons. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ici, vu que, vu qu'il y a un petit angle, en fait, il faut prendre les composantes. Le ressort, est-ce que la masse déjà, est-ce qu'elle ira vers la droite? Le prof, il a décidé de faire avec les sinus et les cosinus. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je me dis, c'est un peu compliqué pour qu'il faut faire les calculs avec le cosinus.
Mais juste, tout simplement, tout simplement, sachez que vu que la masse elle est suspendue par la force gravitationnelle, elle va forcément s'aligner avec l'axe gravitationnel, donc elle ira vers la droite, normalement. Mais si vous vouliez vraiment faire le calcul, j'ai pris la direction à droite comme la direction positive. Euh, et puis, il faut juste faire 10 fois cosinus, 10 newtons fois cosinus de 60. Ça me donne 5 newtons. Donc, il se déplacera avec 5 newtons vers la droite, avec une force de 5 newtons. Donc, le A, il est vrai. Maintenant, en vertical, est-ce que la masse, elle ira vers le haut? J'ai pris mon Y vers le bas, et puis, et puis ça, c'est le triangle rectangle, ok? J'ai pris ça comme triangle rectangle, avec mes 60 degrés ici. Euh, Si je prends ça comme triangle rectangle, ici, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, mon FY, si mon FY il est positif, si mon FY il est positif, ça veut dire qu'il va vers le bas. Si mon FY il est négatif, il va vers le haut. Et puis ça, comment est-ce que je le détermine? Ben juste, il faut regarder par rapport à mon triangle rectangle. Sinus de 60 degrés, c'est le sinus de 60 degrés. Si je prends ça comme flèche, sinus de 60 degrés, ça va vers c'est le vecteur qui va vers le bas. Donc c'est pour ça que je fais 10 fois sinus de 60. 10 fois sinus de 60, est-ce que ça me donne la valeur positive ou négative? Ça me donne environ, ça me donne environ 8,66 newtons. Donc non, la masse, elle ira vers le bas plutôt que le haut. FY, ça vaut 8,66 newtons. Donc, pardon, quelle sera la force résultante? J'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est qu'en fait, ici sur la masse M, j'ai deux forces qui agissent. Pardon. Ici, j'ai la force de pesanteur. Et en gros, j'ai la force du ressort. Ici, le FRX, pardon, on va nommer FRX force de ressort X et force de ressort Y. De force de ressort X, ça vaut 5 newtons. En X, vu qu'on n'a rien, il va positivement vers la droite. En FRY, il doit compenser la force de pesanteur. Ici, la, ici, la force de pesanteur, ça vaut 10 newtons. Et puis, vu que j'ai pris l'axe des Y comme le sens positif, ici, FP, ça vaut 10 newtons parce qu'on a marqué G égale 10 mètres par seconde au carré. Juste, pardon, je me bourre un peu dans les unités, moi aussi ça m'arrive. G égale 10 mètres par seconde au carré, donc FP, c'est égal à mg. Et ici, vu que m ça vaut 1 kg, ça vaut 10 newtons. Pardon. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, la force résultante totale, ça sera juste 10. Ici, je mets Fy comme la force verticale finale. 10 moins 8,66, ce qui me donne environ 1,34 newtons. En Y, Fy est positif, donc la masse va descendre. La force totale sur la masse est de 105 newtons. Vrai ou faux? Bon, ici, tout simplement, il faut juste faire une force résultante. Il faut juste faire une force résultante. Et j'ai un FRX et un FRY. Donc, ici, je dois juste faire pour la force. Ça, c'est la force de ressort en situation normale. Mais maintenant, la résultante des forces, il faut juste faire la résultante des forces maintenant. Et puis la résultante, comment est-ce que je le fais? Ben, en X, j'ai une force de 5 newtons et en Y, j'ai une force vers le bas de 1,34 newtons. Donc la force totale, c'est juste racine de 5 au carré plus 1,34
au carré. Et ça me donne combien? Bon, ça me donne absolument pas 105 newtons. On n'a même pas. De tête, on peut savoir que la racine de 5 au carré plus 1,34 au carré, ça donne pas quelque chose qui vaut 105. On peut le faire de tête, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre dans la calculatrice et vous pouvez le voir. L'accélération de la masse est de 5,1 mètres par seconde au carré. Ici, on a besoin de faire le calcul. Donc ici, F, ça vaut combien? Je mets Ft comme F total. F, ça vaut environ 5,18 newtons. Ok? Et puis vu que c'est la force de résistance, ça vaut MA. Donc A est égal à masse est égal à, pardon, A est égal à 5,18 sur la masse. Vu que la masse ici ça vaut 1 kg, c'est comme si j'ai 5,18 sur 1. 5,18 c'est presque 5,1, donc on dit que c'est juste aussi. Donc techniquement, l'objet a une accélération à droite vers le bas de 5,1 mètres par seconde au carré environ. Je m'excuse du bordel de l'exercice, mais c'est juste que en fait cet exercice normalement dépendant de l'orientation que vous prenez et ce que vous déterminez comme sens positif ou négatif, du moment que vous êtes en clair avec ce qui est le haut et le bas, vous allez trouver les mêmes résultats que moi. Donc comme vous allez voir, j'ai fait un raisonnement que vous étiez censé faire aussi. Et puis normalement, c'est censé être ça la réponse. Maintenant, pour les questions d'approfondissement. Dans cet exercice, nous allons établir l'équation du mouvement harmonique, considérer un corps de masse m relié à un ressort idéal de raideur k et de longueur au repos L0, en négligeant les frottements et la gravité. Cet exercice, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine d'en développer plus. Euh, il faut, avec les équations, si vous pouvez le faire si ça vous plaise et vous avez le temps. Comme 99% des exercices d'approfondissement physique, ça vaut pas la peine, sauf si on a du temps, pardon, sauf si on a du temps en plus et on veut comprendre plus. Mais moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est juste l'équation du mouvement harmonique, vous allez le voir. Il faut juste comprendre chaque composant de l'équation. Et puis, il faut pas forcément savoir comment on l'a trouvé, comment est-ce qu'on l'établit, comment est-ce qu'on l'a développé. Ça vous aide à le comprendre, mais il faut surtout savoir comment l'utiliser et quand l'utiliser. Et ça, vous allez le voir dans le cours et juste en lisant les cours et en sachant ce que chaque symbole veut dire. Voici la correction. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez le relire. Euh, pour le 10, approfondissement profondeur d'un puits. Pour mesurer la profondeur H d'un puits, Jean laisse tomber une pierre du bord du puits et chronomètre la durée qui s'écoule jusqu'au moment où elle entend le bruit de l'impact de la pierre au fond du puits. Elle a pris soin de placer son oreille à hauteur du bord du puits. La durée est mesurée à delta t égale 2,6 secondes. Il faut écrire l'équation du mouvement de puits et obtenir une expression pour la durée t alpha. On note T alpha de la chute de la pierre au fond du puits puis du profondeur H. On note Vs la vitesse du sang. Écrire l'équation pour le mouvement du sang du fond du puits à la surface et obtenir une expression pour la durée Tb, pardon. Et puis entre l'impact de la pierre au fond et l'arrivée du sang à la surface. C, en utilisant les deux résultats ci-dessus, écrire l'expression pour delta T. D, calculer la profondeur H du puits. Euh, Encore une fois, c'est un exercice où c'est vraiment juste du mixage des formules qui va loin au-delà du cadre QCM. Pour faire un exercice comme ça, il faut littéralement développer des formules et puis il faut faire des liens qui ne sont pas forcément le plus évidents. Donc ici, encore une fois, le 2, je pense que, plutôt l'exercice d'approfondissement 2, donc l'exercice 10, je vous conseille de le faire si vous avez le temps libre, mais seulement si vous avez le temps libre et vous avez absolument rien compris, et puis vous êtes absolument sûr de tout comprendre. Parce que si vous avez compris tout le concept du dynamique, raideur de ressort et tout, il a même posé une question sur la fréquence d'oscillation. Et puis déjà, genre, si vous arrivez à comprendre le concept de oméga, la période T, F, et tout. Déjà maintenant, ce qui est un peu dur de comprendre, c'est très dur de comprendre maintenant, vous n'avez pas encore fait les ondes, vous n'avez pas encore fait les ondes. Donc si vous comprenez déjà, c'est bien. Donc franchement, je trouve pas que c'est nécessaire d'aller plus loin que ça dans cette idée.
Dans cette idée, il y a vraiment l'essentiel. Et puis les questions que le prof il va poser à l'examen, ça sera soit des calculs basiques comme la poulie, ça sera soit des cas primes ou une question plutôt, pas forcément des cas primes, mais une question théorique. Mais par exemple, l'exercice de poulie, je vous le conseille vachement de le faire parce que c'est un exercice qui a une probabilité assez non négligeable de tomber. Sur ça, je finis. Désolé, la dernière question était un peu chaotique, mais tout dépend du repère que vous choisissiez selon le prof. J'espère que ça vous a servi. Évidemment, nous, on est disponible pour n'importe quelle question que vous avez. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine.